Bonjour Roland. Bonjour Alain. Merci de ton invitation. Et nous devions parler de problèmes juridiques. Et là, nous sommes un peu dépassés par l'actualité, puisqu'il y a deux affaires qui vont forcément concerner le droit. C'est l'affaire Jack Lang et puis l'affaire Epstein. Alors, j'aimerais que tu nous donnes tes premières approches du sujet. Comment tu vois ces deux affaires? Moi, sans éluder la question et prendre un peu de recul, moi, j'intègre ces affaires au sens un peu péjoratif du terme, dans le domaine des institutions sur lesquelles nous travaillons, à savoir très complémentaires, que sont la démocratie directe et la justice. Et l'affaire Epstein, qui vient tout d'abord des États-Unis, pose la question des relations, effectivement, entre différents services spéciaux de renseignement, des milieux politiques, des milieux d'affaires, d'entreprises, n'est-ce pas? Et manifestement, puisque c'est quelque chose maintenant qui circule dans les journaux, dans les médias, il est manifeste que c'est une façon de tenir les individus. Tous les services de renseignement du monde vous diront que pour tenir des personnalités politiques, des hauts fonctionnaires, il y a 3 ou 4 moyens, mais les plus connus, indépendamment de l'idéologie, bien sûr. L'argent, les acheter, les menacer, pour des raisons que vous connaissez, menaces de mort, assassinat, le chantage. Le chantage qui peut être lié effectivement à des fonds détenus dans des paradis fiscaux, mais également le chantage sur des actes qui auraient pu être commis, réprouvés, je dirais, par la morale et condamnés par la loi. Bien. Donc, sans vouloir éluder, et c'est intéressant parce que l'affaire Epstein, on verra comment elle sera abordée sur le territoire français, mais l'affaire Epstein, elle s'intègre, elle prend en considération 2 paramètres. Celui, effectivement, une fois de plus, de la démocratie, c'est-à-dire dans quelle mesure les citoyens, les Français, peuvent eux-mêmes juger ou apprécier la conduite de dirigeants et les sanctionner. Donc ça, c'est la démocratie directe, c'est un sujet que vous connaissez bien et sur lequel on peut revenir. Et ce qui est tout à fait complémentaire et indissociable avec la démocratie directe, c'est la justice. Et je crois que c'est ça le plus important. On s'aperçoit que dans un contexte qui est compliqué, on n'a pas le temps d'évoquer tout ça en détail, on s'aperçoit que l'affaire Epstein, elle éclate dans un pays où on ne s'attendait pas, à la fois, compte tenu des protagonistes, des personnes qui sont citées, on ne s'attendait pas à ce qu'elle éclate aux États-Unis, et à la fois on s'attendait que si elle devait éclater, elle pouvait exploser, je dirais, qu'aux États-Unis. Il y a un paradoxe, n'est-ce pas? Les amendements et effectivement la législation américaine, je ne parle pas de la justice, je vais faire une digression. Au travers de toutes les interventions depuis quelque temps, je m'aperçois à quel point il y a une méconnaissance totale de la place de l'institution judiciaire dans notre pays, très mal connue, j'y viendrai tout à l'heure, et à tel point que, comme il m'est arrivé de voir un peu des émissions de télévision, même des émissions américaines, c'est une façon d'ailleurs de bien connaître, peut-être mieux que voir la part de propagande qu'il y a dans des feuilletons américains, et à tel point qu'il est arrivé dans des audiences en France d'avoir notamment des prévenus qui s'adressent au président, votre honneur. Donc, au lieu de faire de l'instruction civique, n'est-ce pas,
C'est l'influence d'Hollywood. Voilà. Au lieu de faire une instruction civique pour apprendre la théorie des trois pouvoirs de Montesquieu, autre digression que j'ai appris en allant à Vierzon rencontrer les associations sur les victimes du Covid, on m'a indiqué qu'effectivement on enseignait, paraît-il, dans certaines classes, je l'ignorais, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école, mais effectivement, il paraît qu'on enseignait aux étudiants, aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, que la France disposait, sur le plan institutionnel, des trois pouvoirs, et que la justice était un pouvoir. Ah. Ben, écoutez, on était content de l'apprendre, parce que dans la Constitution, si on lit la Constitution de 58, eh bien, ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Donc c'est une erreur magistrale qui est souvent commise, et on va y venir. Pour revenir à l'affaire Epstein, il est étonnant que les moyens mis en œuvre pour étouffer cette affaire ne soient pas parvenus à leur fin, pour des raisons que je ne peux pas expliquer dans les médias, mais qui vont certainement apparaître au cours des prochains mois ou des prochaines semaines même, c'est que tout cela vient des États-Unis. Alors, vous connaissez, puisque ça fait partie de nos rencontres, à chaque fois je le répète, nous sommes un pays vaincu. J'ai devant les yeux le livre d'Yvan Blot, La démocratie confisquée. Un autre ouvrage d'Yvan Blot, L'Europe colonisée. Vous aviez les ouvrages de François Daubert, il y a une trentaine d'années, sur condamnant, se méfiant de la pénétration de l'argent criminel et dans l'économie, et la méfiance qu'il fallait avoir par rapport à Bruxelles, et on a vu ce qu'il en est advenu. Par conséquent, je dirais que les moyens utilisés, et on a utilisé comme souvent le font tous les systèmes mafieux, utiliser un tueur, un exécutant, et ensuite l'éliminer, n'est-ce pas? Alors, on ne connaît pas tous les circonstances exactes dans lesquelles est décédé cet homme qui était détenu, n'est-ce pas? En revanche, il est certain qu'il était souhaitable pour beaucoup de personnes qu'il soit éliminé. Alors, ce qui nous étonne une fois de plus, j'ai vu passer récemment la demande à l'Assemblée de l'ouverture d'une commission d'enquête. J'ai écrit un article à la demande d'André Belon, qui est président de l'Association sur la Constituante, la différence qui pouvait exister au niveau de l'intérêt sur le plan de la démocratie, des commissions d'enquête parlementaires et l'institution judiciaire. Il est évident que dans une démocratie, on ne peut pas comparer, même si effectivement certaines enquêtes peuvent avoir leur utilité, donner l'impression qu'on approfondit, et on l'a vu récemment avec le narcotrafic. J'ai écouté l'audition de la commission parlementaire concernant le narcotrafic, et j'inviterai, pour ceux qui s'y intéressent, à prendre connaissance du rapport du Sénat de 1992, le trafic de la drogue dans l'espace Schengen, rapport Larcher, et le rapport du Sénat en 2024. C'est-à-dire que lorsque l'on lit, on prend connaissance des deux rapports, eh bien on aura tout compris, à savoir que la prise de conscience qui avait pu exister à une certaine époque, on n'en a tiré aucune conséquence et on n'a jamais mis en place les moyens d'endiguer ce fléau, et alors qu'il y avait la Convention de Palerme de 2003, etc. Par conséquent, ce à quoi nous assistons au travers de l'affaire Epstein, c'est tout simplement, une fois de plus, c'est l'ouvrage auquel j'ai consacré à ce sujet un ouvrage, ce que j'appelle, moi, ce que j'intitule une forme de guerre de conquête, c'est-à-dire que tenir des dirigeants politiques, tenir des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires par des moyens, je dirais, en tirant parti de leur perversion, quelle qu'elle soit, de leur goût pour l'argent. Vous savez d'ailleurs
que, et ça c'est connu maintenant, puisqu'il y a eu des articles à propos de l'affaire Alstom, que les services spéciaux américains, des cabinets que je ne citerai pas, mais qui sont en Europe, cabinets de conseil en Europe, se réunissent régulièrement avec la NSA pour justement connaître les entreprises à acheter, à conquérir, et les hommes, justement, les plus vulnérables, les plus médiocres, de façon à les tenir et à leur imposer, en quelque sorte, le diktat de ceux qui les tiennent. Donc, ça nous a coûté cher, d'ailleurs, en ce qui nous concerne, ça nous a coûté cher. Ah ben, ça a coûté, en 15 ans, je crois que on en est, je crois, à 1608 entreprises françaises qui ont été vendues, n'est-ce pas? 1608 qui ont été vendues. Alors, certains services travaillent sur ce sujet-là. Premièrement, à qui ont-elles été vendues? Dans quelle mesure ce sont des atteintes à notre souveraineté? Dans quelle mesure c'est une perte de savoir-faire? Combien ont-elles été vendues? À quel prix? On l'a vu avec la privatisation des autoroutes, un delta, par exemple, des évaluations entre la valeur comptable, la valeur réelle du savoir-faire, etc., et le prix de vente qui peut être effectivement avec un écart qui peut être plus ou moins considérable. En faveur, bien sûr, de celui qui nous achète, ce qui explique également, mais ça c'est connu, hein, c'est dans tout partout, l'affaire de Taïwan, les autres affaires, les rétrocommissions, c'est-à-dire que les personnes qui ont perçu des commissions sont parfaitement connues des services étrangers et deviennent des personnages qui sont tenus. Mais ça, c'est pas de moi, il y a une dizaine d'ouvrages. Oui. Hein, dans le cas de l'affaire Alstom. Oui, il y a Alstom, il y a beaucoup d'affaires d'entreprises, et les affaires de Karachi, l'affaire des frégates, etc. Donc les ouvrages ont été écrits sur ces sujets, et à chaque fois, la ligne directrice, le fil conducteur, si je puis me permettre, c'est l'argent. C'est l'argent, mais ce qui est nouveau, et je crois que ça a été, parce que tout ça c'est simplifié, hein, ce qui a été nouveau au XXe et au début du XXIe siècle, c'est tout simplement que le fil conducteur étant l'argent, on s'intéresse de plus en plus à sa provenance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le capitalisme criminel, les activités criminelles. L'intérêt pour le grand public et pour les citoyens, c'est ce capitalisme criminel qui retentit sur leur vie quotidienne, au travers du chômage, parce que lorsqu'on évoquait la vente des entreprises, ça entraîne du chômage. Bien. Donc, perte de souveraineté, le chômage. Qui dit chômage, dit dépression. Qui dit dépression, dit, prenez des antidépresseurs. Santé, de l'antidépresseur. Alors, les antidépresseurs, ça a un double effet. C'est-à-dire que la meilleure définition du système mafieux, créer le besoin pour en tirer profit. J'écoutais encore récemment, je ne veux pas citer de nom parce que je veux blesser personne, mais accuser en quelque sorte les consommateurs. Alors, vous poussez les individus par le chômage, par la dépression, par la valeur de l'exemple, n'est-ce pas? Explosion du trafic de la drogue, on l'a vu à quel point, et c'est pour ça que j'évoquais le rapport du Sénat. Et vous poussez les individus dans les campagnes, la désertification, 3/4 des éleveurs et des agriculteurs français ont disparu. Par conséquent, tout ça, c'est une volonté de destruction, de pillage, hein, ça n'a rien d'autre. Hein. Maintenant, c'est une chose totalement acquise. Et je comprends très bien qu'il puisse y avoir, quelle que soit la génération, l'âge, la tentation pour des jeunes, plutôt que d'aller à l'usine, d'être technicien, d'être ingénieur, d'avoir des activités, je dirais, aussi bien dans le commerce, quel que soit d'ailleurs ce type d'activité, mais ce qui suppose tout de même un minimum d'effort, parce que là, on en revient toujours à la notion d'effort. Un minimum d'effort dans les études, dans l'apprentissage, et c'est là où la République joue son rôle. Hein. C'est là où l'ascenseur social, lorsqu'on dit qu'il a été paralysé, on sait pourquoi il a été paralysé volontairement. On l'a détruit. L'école, le service de santé, hein, vous prenez le système de santé français qui est devenu effroyable et qui terrorise tout le monde. Le Covid a malheureusement entraîné une conséquence très très grave, c'est que les Français n'ont plus confiance dans le système de santé. Or, aussi bien la monnaie, les discussions autour de la monnaie,
sur l'or, vous savez, les bitcoins, les monnaies, la crypto-monnaie. Là, il y a encore un article qui vient de sortir là, sur la méfiance vis-à-vis des crypto-monnaies que j'ai acheté hier, ça m'intéressait. Grande méfiance sur la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que tout ce qui favorise le blanchiment, la pénétration de l'argent criminel dans l'économie légale, ce n'est pas de l'argent qui permet de faire tourner l'économie. C'est pas de l'économie, c'est la destruction de l'économie. Et par conséquent, la tentation pour les jeunes, au lieu d'aller à l'école et d'apprendre, de faire des études, eh bien, de devenir trafiquant de drogue. Alors, quel que soit, là, j'ai vu Xavier Hofer a consacré, criminologue, pas mal d'articles à des aides-mafias. On tire en toute impunité sur des policiers, des gendarmes. Les ministres qui sont succédés au ministère de l'Intérieur et garde des Sceaux disaient, pour le moment, en tout cas, l'État est impuissant à lutter, c'est pas de moi, hein, ça a été déclaré, repris dans les journaux, impuissant à lutter contre le narcotrafic. Donc, nous sommes en guerre au sens non conventionnel du terme, c'est-à-dire qu'il y a des conflits avec des armes conventionnelles qui sont connues, qui occultent un petit peu cette réalité. Mais sur le territoire français, il y a depuis une quarantaine d'années, il y a une dizaine d'ouvrages qui ont été écrits il y a 25-30 ans. Il y a les ouvrages, 3 ou 4 ouvrages de Charles Pellegrini. Banlieue en flammes, Demain la guerre civile, La France vulnérable, La sécurité n'existe pas. Des ouvrages édités aux presses universitaires de France de Marie-Christine Dupuis sur l'explosion et sur une étude financière sans parti pris manichéen de bien ou de mal concernant le trafic de la drogue. Et alors, vous avez eu effectivement la vente des entreprises, vous avez ce narcotrafic, vous avez la crise, la pandémie, où maintenant, de plus en plus d'ouvrages, on ne parle plus de complot, on ne peut plus parler de complot, parce que là aussi, c'est venu des États-Unis. C'est extraordinaire. C'est que ce sont les Américains qui reconnaissent eux-mêmes, alors qu'on n'en parle pas en France, qu'il s'agit d'une arme biologique qui a été fabriquée et ensuite, avec des brevets qui avaient été déposés par des laboratoires pharmaceutiques, anticipant, et par conséquent, la maladie était jetée, dispersée d'une manière ou d'une autre dans différents pays, et le pseudo-traitement était déjà prêt avec des milliards, n'est-ce pas, qui ont été versés, et des chiffres d'affaires et certainement des commissions, puisque il y a des enquêtes, et là, on va en arriver tout de suite au second sujet qui est important, c'est celui de la justice. C'est-à-dire que toutes les plaintes qui ont été déposées, aussi bien en France qu'en Europe, n'aboutissent pas. N'aboutissent pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'institution judiciaire, et lorsque l'on travaille sur les institutions de l'Ancien Régime, vous apercevez, et là je vais arriver à quelques exemples que nous avons repris dans le cadre des travaux que nous menons avec d'autres personnes, ce qui a pu exister dans le passé et ce qui arrive aujourd'hui. Je m'explique. En fait, l'intérêt de vos questions et de ce que vous faites, nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. En fait, nous sommes dans la phase d'apprentissage. Je ne vais pas revenir sur la démocratie directe, puisque elle a été révélée par la crise des Gilets jaunes, mais travaillant sur ces sujets depuis 1989 avec Yvan Blot, travaillant sur la justice depuis 1980 dans le cadre d'une association dirigée par Jean-Baptiste Biaggi, d'emblée, nous avons considéré que les deux étaient inséparables et indissociables. C'est sûr. Or, ce qui m'étonne, ce qui est étonnant, et l'affaire Epstein en fait partie, lorsque j'évoquais les commissions d'enquête parlementaire. Ce qui m'étonne, et je parle de la France, ne parlons pas des États-Unis, parce qu'on s'aperçoit que c'est très difficile d'aborder les sujets par rapport aux États-Unis. D'abord, je ne connais pas toutes les forces en présence. Le président actuel, il fait ce qu'il peut, mais je pense qu'il y a lui-même des pressions, des menaces, et on a vu les risques qu'il pouvait encourir. Il faut voir que dans le passé, il y a quand même eu un président, il y a en 1963, l'assassinat de John Kennedy, puis quelque temps après, l'assassinat de son frère. Et par conséquent, laissons de côté les États-Unis. Revenons à la France.
Ce qui m'a étonné quand même, c'est qu'à l'occasion du procès Fillon, du procès Le Pen, des procès menés à l'encontre de certains généraux, je ne vais pas citer de nom, qui ont été sanctionnés, vous avez eu deux attitudes. L'attitude de la plupart des journalistes qui n'ont jamais, quasiment jamais, sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, le Covid, même les guerres actuellement, vous avez un discours qui est tout à fait univoque. Il n'y a jamais de débat contradictoire. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à deux personnes de défendre des positions et de permettre ainsi, d'ailleurs c'est cela la justice. Donc sur le plan médiatique, malheureusement, je ne veux viser aucune station, mais une forme de médiocrité qu'on retrouve dans la classe politique. Pourquoi ? Parce que des personnes qui sont tenues, qui sont bien payées, ne veulent pas prendre de risques, ce qui se comprend tout à fait, c'est tout à fait normal. Bien. En revanche, ce qui m'a étonné, j'ai failli citer deux noms, mais j'avais pris des notes, il y avait des articles qui sont sortis, je ne vais pas citer de noms parce que ce sont des personnalités que j'estime, et il y a eu, parmi lesquels, ce qui m'avait étonné, c'est par exemple Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration par son parcours, par le Puy du Fou, considérait, me semble-t-il, je me souviens très bien, c'est un article sur CNews, une intervention en 2023, que dorénavant le pouvoir appartenait au juge. Et ça a été repris à plusieurs reprises, ça a été repris par Zemmour. Zemmour, on ne peut ne pas partager, je dirais, ses convictions, ne pas être d'accord sur l'ensemble de son discours, mais ce qui nous avait intéressé concernant Zemmour, c'est sa connaissance de l'histoire, et manifestement, faisant la part des choses sur ce qui avait pu exister dans le passé, ce qui arrivait aujourd'hui, et les réformes susceptibles d'améliorer la condition des Français. Or, il y a quelque chose qui m'a étonné et qui vient de se répéter, et là, je voudrais reprendre une note qui m'avait vraiment étonné, c'est lorsque Éric Zemmour vient de le répéter encore une fois. C'était le jeudi 29 janvier 2026 sur une chaîne de télévision. Zemmour déclare « Les juges ont soumis l'exécutif à leur pouvoir ». C'est extraordinaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous le savez, le parquet dépend du garde des Sceaux, et par conséquent, l'orientation, les poursuites dépendent effectivement du bon vouloir du garde des Sceaux et des instructions qui sont données au parquet. Quant aux magistrats du siège, vous savez que l'assassinat des juges, alors le prix Falcone que l'on a créé en Italie pour à la mémoire des juges italiens, mais en France, il y a eu des juges menacés. Encore aujourd'hui, vous avez eu récemment des juges sous protection, vous avez plusieurs magistrats sous protection, vous avez eu l'assassinat du juge Michel, vous avez eu l'assassinat du juge Renaud, et par conséquent, je dirais que dans des affaires courantes, on a encore du droit, de dossiers civils, où vous avez de bons magistrats qui, sans risque, peuvent remplir leur mission, leur fonction. Étant entendu que l'institution judiciaire, encore une fois, est une autorité, elle n'est pas un pouvoir, ce n'est pas le troisième pouvoir. Par conséquent, à l'occasion d'affaires aussi sensibles que celles évoquées comme le dossier Fillon, le dossier Le Pen, les généraux, l'affaire aujourd'hui, l'affaire Epstein, les journalistes ne connaissent pas les dossiers, n'ont pas accès aux pièces, n'ont pas lu parfois tous les jugements, la motivation, n'est-ce pas ? A fortiori, les citoyens qui n'ont un son de cloche, et effectivement, tant que vous n'aurez pas un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire
une possibilité de contrôle par les citoyens, parce qu'une décision de justice doit être compréhensible et accessible au commun des mortels, eh bien, vous n'aurez pas de démocratie. À tel point, d'ailleurs, que je m'étais à l'époque, à l'occasion de l'affaire des généraux, je m'étais inspiré Zemmour pour critiquer, je dirais, empêcher, contrecarrer, s'opposer à une réforme de l'institution judiciaire, avait fait référence au Parlement d'Ancien Régime. C'est une erreur flagrante. Une erreur flagrante, pourquoi ? Tout simplement parce que les parlements d'Ancien Régime faisaient partie, effectivement, permettaient aux parlementaires, au bout d'un certain temps, d'être anoblis. Et ils ont voulu toujours conserver leurs privilèges, et par conséquent, ils ont retardé, ça a été une des raisons de la Révolution française, ils ont retardé toute réforme, et lorsque sous Louis XV, il y a eu la réforme Maupeou pour modifier cette charge des parlements et permettre, encore une fois, de soumettre les parlementaires et d'avoir une justice qui motiverait ces décisions et qui n'aurait pas les privilèges dont elle disposait, eh bien Louis XVI a supprimé la réforme Maupeou. Par conséquent, dans cet article de 2004, le discrédit qui a été jeté, c'est dans la revue historique de droit français, de juin 2004, dès le XVIe siècle, le roi tente d'imposer aux juges, les cours souveraines, d'appliquer strictement, tente d'imposer aux juges souveraines des cours souveraines, d'appliquer strictement les lois, c'est-à-dire que de s'abstenir de les interpréter et de les laisser en souffrance, ajoutant le pouvoir législatif du roi dérive de sa mission de justicier, il est donc second par rapport à la reddition de la justice. Ce que je veux dire, c'est que déjà dans l'Empire romain, l'empereur, il y a des références, empêchait les juges d'interpréter, de dévoyer la loi. Bien. Vous avez eu un article d'un professeur de droit constitutionnel lorsque le juge fait la loi, à propos de certaines juridictions administratives que je ne citerai pas. Par conséquent, la justice, il est fondamental que le pouvoir judiciaire dépende des citoyens, dans des modalités que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais sur lesquelles nous avons travaillé. Il y a d'ailleurs des constitutionnalistes, des professeurs de droit qui ont travaillé sur le même sujet, à savoir une Cour suprême et garde des Sceaux qui aura un statut d'indépendance avec un maintien des magistrats pour l'élection, mais également l'intervention des citoyens pour permettre justement de pouvoir, en quelque sorte, juger les décisions qui sont rendues et d'en apprécier la motivation. Et d'ailleurs, le professeur de droit constitutionnel Georges Burdeau, l'État et le droit sont consubstantiels l'un de l'autre, ce qui est évident, puisque vous ne pouvez pas avoir de démocratie si les lois qui existent ne sont pas appliquées conformément à leur esprit, à la lettre, et surtout, et c'est là tout l'intérêt de la motivation, en tenant compte de la réalité des faits. De la réalité des faits et, ce qui est très très important, de leur qualification. Vous ne pouvez pas qualifier de la même façon un meurtre, un assassinat, un viol, une tentative, comment dire, une atteinte au bien public, etc., etc. Bon, par conséquent, s'opposer à une telle réforme en tirant parti d'un ancien régime, effectivement, et des modalités des privilèges dont pouvaient disposer les parlements, à mon avis, c'est quand même une erreur que l'on ne doit absolument pas commettre pour la compréhension des jeunes générations et même pour les adultes qui pourraient s'intéresser enfin à la réforme de l'institution judiciaire. Bon. Et par conséquent, la méconnaissance même, parce que ça c'est très grave, que M. Zemmour, qui tout de même connaît les dessous et qui connaît le fonctionnement de l'institution aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les juges, la politisation, etc., nous ne sommes pas en présence d'une institution dont la sécurité est assurée, d'où le travail avec
certains services de l'armée, de la police, etc., qui sont sensibilisés de plus en plus aux menaces qui pèsent et dont sont victimes les juges. On a arrêté récemment des personnes qui avaient été payées pour abattre un magistrat. Des magistrats sont molestés, menacés à la sortie de leur juridiction. Lorsqu'ils ont des enfants, et on l'a évoqué avec vous, Alain, il y avait un article du Monde, il y a 2-3 ans, où des narcotrafiquants avaient en Belgique menacé de passer dans la moulinette à viande un adolescent si la famille n'obtempérait pas à leurs injonctions. Donc, nous ne sommes absolument plus dans le domaine de la criminalité. Sinon, on n'est plus dans l'acte criminel, on est dans une action de guerre, de conquête, de destruction. Et par conséquent, je dirais que nous sommes en état de légitime défense, n'est-ce pas? On est en quelque sorte un état mafieux qui vient contester l'état tel que nous Alors, merci. l'avons construit. Alors, ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Très important parce que dès l'instant où on veut faire un tout petit peu de pédagogie, il faut tenir compte de ce qui a pu être écrit, mieux que je ne le fais, par des personnes de qualité et compétentes, n'est-ce pas? Vous entendez souvent parler de l'état mafieux, l'état profond, pardon, pas l'état mafieux, l'état profond. Alors, vous avez l'état islamique et vous avez l'état mafieux. On va y arriver. L'état profond, vous avez un article de Christian Debris, président de l'Observatoire de la mondialisation. En 2000, dans Le Monde diplomatique, il écrit un article, mais absolument remarquable, que je donnais à mes étudiants à l'Institut de criminologie. Pendant plusieurs années, je donnais cet article aux étudiants, et il y a tout. État, mafia et multinationales, État, mafia et multinationales, comme larron en foire. Et là, vous avez l'état profond. L'état profond, c'est celui-là, n'est-ce pas? Ce qui fait que vous avez des interdépendances, des menaces. C'est pas pyramidal, mais l'assassinat, et on l'a vu encore récemment, des personnalités politiques, des dirigeants, c'est-à-dire que vous avez les guerres conventionnelles et puis vous avez des services de la CIA, des services spéciaux, du Mossad, etc., qui éliminent physiquement certains dirigeants, et puis des personnalités politiques. Même en France, il y a une suspicion sur certains décès récemment au cours des derniers mois et dernières années. Et justement, c'est une menace qui pèse sur tous ceux qui entendent défendre les intérêts de la France. Voilà. Donc, ce que vous avez dit, c'est très important. État profond, je dirais, c'est ça. En revanche, la seule petite correction, lorsque vous dites État mafieux, en fait, le XXe siècle, le XXIe siècle a mis en place, au travers de la finance, parce que les organisations criminelles terroristes et mafieuses ont pénétré dans la finance, qui a eu besoin de cet argent, donc ils se tiennent. Nous sommes en présence d'un système mafieux. Et étant en présence d'un système mafieux qui couvre à peu près toute la planète et qui domine 70, alors là les pourcentages peuvent varier sur le plan économique, mais il y a eu l'article de Gavin Marshall de 2012 sur les cartels bancaires du trafiquant de la drogue, de blanchiment de l'argent de la drogue. 2008, le renflouement des banques américaines par les cartels, par les milliards des cartels. Vous êtes dans un système mafieux. Quant à la France, elle est soumise à ce système mafieux mondial. Elle est soumise. Et à l'intérieur de la France, l'impunité des criminels, les affaires qui explosent, qui éclatent sur le plan économique, financier, les scandales qui éclatent, démontrent que la France a perdu sa souveraineté depuis une quarantaine d'années, qu'il n'y a plus d'état de droit, n'est-ce pas, et l'effondrement du service public, quel qu'il soit, l'école, n'en parlons pas, d'où on pallie l'absence, je dirais, d'esprit d'analyse, d'intelligence, de mémoire, d'éducation, d'instruction, par la prétendue intelligence artificielle qui est en train d'être mise en cause de plus en plus par certains, en faisant la part, puisqu'il faut faire de la sémantique, l'intelligence artificielle, intelligence en anglais, c'est le renseignement, etc. C'est pas l'intelligence telle qu'on peut la concevoir
chez nous en France, etc. Par conséquent, tuer l'école, détruire l'école, la fabrique du crétin, vous perdez effectivement toute initiative sur le plan de l'analyse, de la connaissance, on le voit, de notre histoire, des institutions passées. Ensuite, effectivement, vous avez, dans un système mafieux, vous avez la Convention de Palerme de 2003. La Convention de Palerme de 2003 a été mise en place à la suite de l'assassinat du juge Falcone en 92. Il a fallu plusieurs années et la prise de conscience de la montée en puissance des organisations criminelles a sensibilisé quand même certaines institutions. Et vous prenez la définition de la Convention de Palerme, je ne vais pas la lire ici, les critères, vous apercevez que, eh bien, toutes les organisations criminelles transnationales ne sont pas des mafias, mais toutes les mafias font partie des organisations criminelles transnationales, en fonction de ces critères. La particularité, ce qui nous a amené à nous intéresser à l'Institut de criminologie pendant 8 ans où j'ai dispensé certains cours, c'est la dimension institutionnelle des organisations criminelles mafieuses. C'est-à-dire qu'elles ont une durée d'existence et de vie parfois de 100, 200, 300 ans. Donc elles s'inscrivent dans la durée et quel que soit le régime en place dans le pays, eh bien elles ont une part. Ce qui a fait exploser à la fois le narcotrafic, mais également la finance mondiale, ça a été la libéralisation des capitaux et l'ouverture des frontières. Et là, ça a été effectivement le cheval de Troie des organisations criminelles et transnationales. Donc, si on voulait terminer ce chapitre pour le moment, mais vous avez toute la documentation qui a été écrite, si on voulait terminer ce chapitre, eh bien, il faudrait simplement partir de cette réalité et adapter nos institutions, l'armée et la justice, à la défense de la population française sur les territoires extérieurs, mais également en France, sur notre territoire, parce que l'armée a le devoir et l'obligation de protéger les populations à l'extérieur comme à l'intérieur, et l'ordre public devant être assuré au travers du droit. L'État et le droit sont consubstantiels l'un de l'autre, ce que disait le professeur Duburdeau. Eh bien, il faut tout simplement que les magistrats aient un statut, une rémunération. J'insiste bien là-dessus. Vous prenez les pouvoirs régaliens dans une démocratie, la seule raison d'être de l'État, c'est l'armée et la justice. Et il faut par conséquent que ces deux institutions recrutent des personnalités au service de l'État, des populations, bien rémunérées, ce qui n'est pas le cas, bien payées, rémunérées, qu'ils n'aient pas de tentation, je dirais, bien protégées physiquement, qu'il n'y ait pas de crainte d'être assassinés ou de leurs enfants menacés, n'est-ce pas ? Et mentalement aussi. Et sur le plan moral et mental, effectivement, eh bien, faire en sorte qu'ils ne soient pas politisés, qu'ils ne fassent pas partie de certains mouvements plus ou moins sectaires ou d'autres mouvements idéologiques, qu'ils aient une indépendance et qu'ils soient effectivement au service de la France et au service des Français. Donc c'est cette réflexion qui, à mon avis, ne peut pas être menée seulement dans un cénacle. En revanche, depuis 2-3 ans, et grâce à vous notamment, eh bien, c'est sur la place publique. Et l'attente, là, pour les prochaines élections, l'attente des Français va porter essentiellement là-dessus. Et c'est ce qui est d'ailleurs éludé, hein, vous avez remarqué. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, on mettra en avant des revendications de caractère syndical, Tout à fait, voilà. au lieu de traiter le fond du problème, qui dirige l'État et dans quelles conditions. Voilà. Bah, écoutez, ça fait... on a commencé sur l'affaire Jack Lang et puis Epstein, et puis on a eu un cours de droit. Oui, peut-être pas, mais... Ah, si, c'est quand même, pour tous ceux qui sont loin de ces choses-là, ça quand même, ça permet d'avoir un éclairage concret des problèmes que la justice affronte.